Donc, Odile Morin, je suis présidente d'Antisocial. Je siège aussi en CDAPH comme Nicolas Baron et comme mon ami de la FNAT. Je suis aussi, j'étais membre de la COMEX et je suis vice-présidente sortante du CDCPH. Voilà. Je vais vous parler aujourd'hui des droits et des prestations qui relèvent des MDPH et vous donner des informations et des conseils pratiques au sujet des demandes que vous pourriez être amenés à faire. Donc tout d'abord, il faut remettre tout ça dans la perspective de la loi de 2005. La loi du 11 février 2005, qui était la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui se composait de nombreux articles et qui traitait à la fois de l'accueil des personnes handicapées, du droit à la compensation, des ressources, de la scolarité, de l'emploi, de l'accessibilité, de la citoyenneté et de la participation à la vie sociale et bien d'autres points. C'est une des principales lois sur les droits des personnes handicapées depuis la loi de 1975. Donc cette loi, elle rappelle les droits fondamentaux des personnes handicapées et elle donne pour la première fois une définition du handicap, c'est-à-dire que constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, les MDPH, la loi de 2005 a créé, en remplacement des COTOREP, les MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées, qui existent dans chaque département et qui sont là sous la direction des conseils généraux devenus conseils départementaux. C'est un guichet unique en théorie, puisqu'on verra que c'est un peu plus compliqué. Elles ont une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Chaque MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne handicapée et une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, dans laquelle nous sommes quelques-uns à siéger, prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne. Donc ça a remplacé les COTOREP et les CDES, Commission départementale de l'éducation spécialisée. La loi définit aussi les missions et le fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui vient appuyer les MDPH. Alors, il y a différents types de demandes, de droits et de prestations qui relèvent des MDPH. Je vous en fais une liste rapide pour l'instant. Donc l'AH, allocation adulte handicapé et ses compléments, la carte d'invalidité, la carte de priorité, l'AEH qui est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé avec ses différents compléments, la PCH, prestation de compensation du handicap avec ses différents éléments, la carte de stationnement. Il y a aussi les demandes relatives au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, qui vont de la RQTH aux orientations en ESAT ou en entreprise adaptée. Il y a les demandes relatives au parcours de scolarisation, de formation ou de soins en établissement ou en service médico-social. Et il y a les orientations vers les établissements ou services médico-sociaux pour enfants ou pour adultes. Ça va du SAVS au SAMSA, aux femmes, foyers d'accueil médicalisé, MAS, maisons d'accueil spécialisées, les foyers, etc. Nadine, oui, les IME aussi, j'avais mis les points de suspension, il y a toute une série d'établissements différents. Les personnes qui ont eu une activité professionnelle, Nadine Herrero et Audrey Canali en parleront tout à l'heure, mais on va vous demander très certainement de faire valoir, avant de faire une demande d'AH par exemple, de faire valoir vos droits auprès de la CPM ou de la MSA, notamment en termes d'indemnité journalière, pension d'invalidité et d'autres. Il faut toujours rappeler aussi que l'AH est un minima social et que donc il ne se cumule pas avec d'autres revenus, sauf quand quand l'AH est différentielle. C'est-à-dire que toutes les ressources de la personne ne peuvent pas dépasser le montant total de l'AH. C'est pas l'AH ne s'ajoute pas aux autres revenus de la personne pour dépasser le montant de l'AH. Donc je vais commencer par vous parler de l'allocation adulte handicapé et de ses compléments. Donc comme je vous le disais, l'allocation adulte handicapé, c'est un minima social qui permet d'assurer un revenu minimum, qui est attribué selon 4 critères. Critères d'incapacité,
d'âge, de nationalité et de ressources. La condition de taux d'incapacité qui est déterminée par la CDAPH, il y a deux conditions, soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou présenter un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, il y a une deuxième condition, c'est de présenter une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, restriction reconnue par la CEDA-PH. Alors la restriction est substantielle quand le demandeur rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne peuvent pas être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail, et quand cette restriction est durable, c'est-à-dire qu'elle a une durée prévisible d'au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d'AH. J'ai oublié dans mon diaporama, je me rends compte seulement maintenant, que le taux de 80%, c'est un taux seuil qui est lié à la perte d'autonomie de la personne. Alors que le taux de 50%, la personne a des difficultés dans son quotidien, dans sa scolarité, dans sa vie quotidienne, dans son activité professionnelle, mais elle n'est pas en perte d'autonomie au sens où elle n'a pas forcément besoin d'une aide humaine, notamment. Donc les conditions d'âge, il faut avoir plus de 20 ans, c'est possible entre 16 et 20 ans quand le jeune n'est plus à la charge des parents sur le plan administratif. Il faut résider en France et si on est étranger, être en situation régulière. Avoir des ressources donc inférieures au plafond, qui est de 9 700 € pour une personne seule. Le montant maximum est de 808 € par mois. Si vous êtes en couple et si vous êtes avec une personne qui travaille, il faut malheureusement dire que l'allocation adulte handicapé sera amputée de manière importante, ce qui veut dire que la personne handicapée devient dépendante de son conjoint. Peuvent s'ajouter à l'AAH ce qu'on appelle la majoration vie autonome, à condition d'avoir un taux d'incapacité de 80% et d'avoir un logement autonome. Ça, il n'y a pas besoin de le demander, ça s'ajoute automatiquement, effectivement, si vous relevez de ces conditions supplémentaires. Et puis il y a ce qu'on appelle le complément de ressources, qui lui aussi nécessite d'avoir un taux d'incapacité de 80%, mais aussi de présenter une capacité de travail inférieure à 5%. On n'a toujours pas compris comment on les calcule, les 5%, mais en tout cas, il faut être très éloigné de l'emploi depuis très longtemps. Et puis, il faut aussi avoir un logement indépendant et ne pas avoir eu de revenus professionnels depuis 1 an. Autre droit qui peut être demandé à la MDPH, les différents types de cartes. Alors, il y a la carte d'invalidité. La carte d'invalidité, il faut obligatoirement un taux d'incapacité de 80%, ou alors il faut être relevé d'une pension d'invalidité de 3e catégorie et avoir droit à la majoration tierce personne. Ça donne des priorités pour les places assises, pour les files d'attente, des réductions pour certains types de transports. Ce qui est intéressant aussi, c'est la demi-part supplémentaire au niveau des impôts. Qui ne se cumule pas avec une autre réduction d'impôts. Qui ne se cumule pas avec une autre réduction d'impôts. Voilà. Et il y a la carte d'invalidité peut comporter des mentions supplémentaires. La mention besoin d'accompagnement ou la mention cécité. Cécité, c'est pour les personnes aveugles ou quasi aveugles. La mention besoin d'accompagnement, c'est pour les personnes qui effectivement ont la PCH ou ont la majoration tierce personne et qui ont besoin d'une aide humaine pour les actes essentiels. La carte de priorité, c'est pour les personnes qui ont un taux inférieur à 80%, mais qui sont reconnues comme ayant un problème de station debout pénible. Et ça donne essentiellement une priorité pour des places assises ou pour les files d'attente. Et puis il y a la carte européenne de stationnement, qui est réservée, qui est ce qu'on appelait le macaron GIC à une époque, ou GIG, et qui est réservée aux personnes qui ont un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou qui ont besoin d'un accompagnement, ce qui peut intéresser les personnes traumatisées crâniennes, puisque vous pouvez avoir des personnes qui effectivement marchent tout à fait normalement, voire courent, mais qui ont besoin d'une surveillance permanente et qui effectivement ont besoin d'avoir tout le temps quelqu'un avec elles et qui peuvent effectivement relever de ce besoin d'accompagnement et avoir droit à la carte européenne de stationnement. On pourrait peut-être... tu vas très vite. Je ne sais pas si tout le monde arrive à suivre. Tu vas très vite. Bon, mais je peux peut-être... On connaît tellement. Oui, on pourrait peut-être, si les gens peuvent poser des questions, est-ce que tu permets qu'ils posent des questions, parce qu'on risque de les oublier. D'accord, bah écoutez, est-ce que vous avez déjà des questions sur
les différents droits demandés, surtout sur l'AH et sur les cartes, déjà dans un premier temps. J'ai une question. Concernant le basculement depuis les IJ pour une personne qui reçoit des indemnités journalières, percevoir l'AH. Alors, sur la question des indemnités journalières, effectivement, c'est ce qui relève du droit de la sécurité sociale. Enfin, je peux répondre, hein, mais... Je peux garder la réponse pour plus tard. De toute façon, les indemnités journalières, c'est 3 ans maximum. Oui. C'est 3 ans maximum. Et de toute maximum, façon... pas de droit. Ça peut... C'est de la... Oui. Enfin, à l'appréciation du médecin conseil. Ça peut aller jusqu'à 3 ans et c'est vrai qu'ils ont tendance à raccourcir. Si c'est en maladie, c'est maximum 3 ans, à l'appréciation du médecin conseil de la sécurité sociale ou de la MSA. Si c'est un accident de travail, c'est le temps qu'il faut. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a vu des personnes en accident de travail, notamment pour des traumas crâniens avec de graves accidents, avec 5 ans d'indemnité journalière. Mais maladie, maximum 3 ans. Et après la maladie, si vous avez 3 ans de maladie, donc ça veut dire que vous avez des droits sociaux, que vous avez travaillé avant, vous ne basculerez pas avec l'AH, vous basculerez avec une pension d'invalidité à ce moment-là. Et après l'AH est une allocation de solidarité pour des personnes qui n'ont pas de droits sociaux ouverts, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas travaillé avant du fait notamment de leur handicap. D'accord. Et en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il y a 2 cas de figure. Effectivement, après les indemnités journalières, les gens basculent souvent en pension d'invalidité ou en rente. Mais il y a 2 situations. Soit la pension d'invalidité est supérieure à l'AH, et je dirais que de toute façon, dans ce cas-là, il n'y a pas de droit à l'AH. Soit, et c'est assez fréquent chez les gens jeunes, la pension d'invalidité est inférieure à l'AH. Et à ce moment-là, tu reviendras, je pense, dessus, on doit faire valoir prioritairement la demande d'allocation de solidarité invalidité. Mais comme cette allocation est un petit peu inférieure à l'AH, la personne peut quand même déposer un dossier à la MDPH qui lui donnera droit, si on lui octroie l'AH, à un différentiel d'AH. Pour vous donner un exemple concret, elle va en parler après. Ouais, un exemple concret, hein, le mien, j'ai 270 € de pension d'invalidité, un complément d'ASI qui me fait arriver à 600 ou 700 € et une centaine d'euros de plus pour arriver au montant de l'AH. Moi, j'aurais une question à poser là-dessus, mais on la posera tout à l'heure. Oui, voilà, hein, tu reviendras dessus de manière plus complète. Autre question, Je voulais vous demander, est-ce que l'AH plus le complément pour la personne qui habite seule, plus, vous avez dit un autre? Alors, il y a 2 choses. C'est l'un ou l'autre. Voilà, il y a la majoration vie autonome. C'est quand vous n'êtes pas avec une capacité de travail très réduite, ça représente à peu près 100 €. Et vous n'avez pas à le demander, c'est accordé automatiquement. C'est la CAF qui le voit en fonction du fait que vous avez un logement autonome ou pas. Et par contre, le complément de ressources, en fait, le complément de ressources, il intègre la majoration vie autonome plus 80 €. Mais si vous avez le complément de ressources, la MVA, la majoration vie autonome est intégrée dedans. Grosso modo, ça fait donc 808 € l'AH. Vous avez à peu près une centaine d'euros de majoration vie autonome. Donc, si vous avez un logement indépendant, ça va faire pour quelqu'un qui touche l'AH à taux plein 900 et quelques euros. Si vous avez droit au complément de ressources, ça va faire 980, 990 €. Voilà. C'est bon, D'accord. Alors, le complément de ressources, il faut le demander. Alors que la majoration vie autonome, non. Toujours. De toute façon, dans le dossier de demande de droit, l'AH, il y a à côté une case complément de ressources. Voilà. Donc, si vous pensez que la personne n'a pas de capacité de travail ou est depuis très longtemps très éloignée de l'emploi, effectivement, il vaut mieux cocher cette case et soumettre la demande. Sachant quand même que, pardon, excusez-moi, comme ça je sens que c'est quand même quelque chose qui est très très difficile à obtenir, le complément de ressources, parce que comme cela a été dit tout à l'heure, il faut une capacité de travail inférieure à 5%, et c'est vrai que nous on le voit régulièrement dans les contestations qu'on peut mettre en place devant le tribunal, la définition n'est pas très claire aujourd'hui, et c'est vraiment des gens qui sont dans des situations, je dirais, très très difficiles.
personne a le complément de ressources et passe au complément de vie autonome sans changement de situation. La majoration de vie autonome, elle n'est pas conditionnée par le fait d'avoir une perte de capacité de travail inférieure à 5%, elle est conditionnée par le fait d'avoir un logement autonome. Alors que le complément... Exactement, ça passe d'un jour à l'autre, il passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire... il ne peut pas passer de l'un à l'autre s'il ne fait pas la demande déjà. Il avait on ne parle pas pour une personne en particulier qui avait le complément de ressources. Oui. Et le complément de ressources a été supprimé pour la majoration de vie autonome. Alors, c'est pas que ça a été supprimé, c'est qu'au moment du renouvellement, il a eu un refus. Soit il n'a pas redemandé, parce que ça se redemande, le complément de ressources, systématiquement au renouvellement, alors que la majoration de vie autonome se donne automatiquement par la CAF. Le complément de ressources, il faut refaire une demande régulièrement, donc soit il n'a pas refait la demande, c'est pour ça que comme il a 80% et qu'il a un logement autonome, eh ben, il n'a pas refait la demande, donc on lui donne quand même automatiquement la majoration de vie autonome, soit il a fait la demande et il a eu un refus. Il peut y avoir aussi une autre situation. On peut le voir peut-être avec notamment des personnes traumatisées crâniennes ou qui ont des difficultés psychiques. C'est des personnes qui effectivement ont obtenu le complément de ressources, ont été considérées comme effectivement pas en capacité de travailler et très éloignées de l'emploi. Et ces personnes, pour X raisons, parce qu'elles ont l'envie d'avoir une activité professionnelle sans être forcément en capacité, se mettent à travailler. Et à partir du moment où elles perçoivent quelques revenus, ça peut effectivement, lors du renouvellement, amener à ce qu'on ne leur renouvelle pas le complément de ressources. Hein, donc une personne qui a le complément de ressources, il ne faut pas qu'elle travaille ne serait-ce qu'une heure. En l'occurrence, c'est une personne qui a changé de département et qui était à 80% dans l'autre et qui s'est retrouvée à 50%. Mais alors oui. C'est en plus. Hein. Non, mais c'est la raison. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit la majoration de vie autonome ou le complément de ressources, il faut avoir 80% d'incapacité. Et c'est le problème, hein, c'est qu'effectivement, suivant la manière dont les droits vont être évalués suivant le département, vous pouvez avoir pour une même personne, effectivement, des droits qui fluctuent. Et c'est pour ça que je vais, tout au long de cette formation, attirer votre attention sur l'importance de bien faire le dossier dès le départ, de bien argumenter, parce qu'il ne faut pas donner d'arguments à la MDPH pour traiter votre dossier par-dessus la jambe et vous a donné un minimum de droits. Donc je vais vous parler de l'évaluation. Alors par contre, vas-y. Oui, mais c'était juste un point par rapport à ce que vous dites. Donc dans la mesure où la personne avait 80%, si le renouvellement, il n'y a pas de perte de temps entre le renouvellement, entre la fin du droit de 80% et le dépôt de renouvellement, il n'y a pas de laps de temps. Si elle a déposé le dossier... Là, on est dans un cas particulier dont c'est peut-être pas la peine de... Non, mais c'était pour vous dire. Il y a plein de cas particuliers. Le dossier n'est pas passé d'un département à l'autre et c'était... Alors, en tout cas, il faut savoir que quelqu'un qui a 80% au moment du renouvellement, si le renouvellement se fait dans les délais, c'est-à-dire, voilà, dans les délais, il ne peut pas se voir attribuer un taux inférieur à l'occasion du renouvellement. Enfin, ça peut arriver, mais en tout cas, ça, il faut le contester, parce que ça, ce n'est pas possible. Sauf s'il y a amélioration. Vraiment que l'on puisse démontrer qu'il y a une amélioration. Sinon, là-dessus, il y a beaucoup de jurisprudence, ça ne peut pas se faire. Hein. Il faut contester, de toute façon, il y a des obligations de motivation des décisions. Il faut qu'il n'y ait pas il faut qu'au moment du renouvellement, le dossier soit déposé. Je vous propose peut-être d'avancer un petit peu, parce qu'il y a certaines questions que vous posez auxquelles je vais répondre aussi un petit peu plus après sur la manière de s'organiser et de fonctionner pour faire valoir les droits des personnes le mieux possible. Donc l'évaluation des besoins, on détermine donc le niveau de... on va toujours comparer la personne par rapport à une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé, pas de problème de handicap. C'est toujours la référence. Hein. Voilà, et normalement on évalue les besoins sans tenir compte des aides que la personne a. Voilà, et on prend en compte les symptômes, douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, tout ce qui peut aggraver l'état de la personne. Alors, la PCH, donc la prestation de compensation du handicap, elle comporte 5 éléments. Le premier élément, c'est l'aide humaine. Le deuxième, les aides techniques. Le troisième, l'aménagement du logement et du véhicule. Le quatrième, ce sont les aides spécifiques ou exceptionnelles. Ça peut être, par exemple, financer des protections urinaires, ça peut être un surcoût pour des départs en vacances. Vous êtes obligé de partir avec une auxiliaire de vie, vous êtes
obligé d'avoir des... Enfin, tout ce qui est surcoût lié au handicap peut rentrer dans ce domaine. Maintenant, voilà, ça reste quand même difficile à faire valoir. Et puis les aides animalières, c'est notamment les chiens d'assistance et les chiens guides. C'est pas pour le financement des animaux, c'est pour le financement, par exemple, de l'alimentation, si je me souviens bien, des choses comme ça. Alors, il y a des conditions d'âge pour la PCH. Il faut être âgé de moins de 60 ans au moment de la première demande. Avec une exception, c'est que quand les personnes de plus de 60 ans font la demande après, si elles peuvent démontrer qu'elles répondaient aux critères de handicap pour l'éligibilité avant 60 ans, elles peuvent en bénéficier après, mais de toute façon, ça s'arrête à 75 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit parfois des gens, parce que notamment ils ont l'entourage familial qui les aide, ne pas faire de demande de PCH, attendre, passer 60 ans et se retrouver à relever du régime des personnes âgées qui est beaucoup moins favorable. Donc, quand il y a un handicap, demandez la PCH avant 60 ans. C'est vraiment extrêmement important parce que ça peut... Enfin, je vais dire, avec l'APA, vous allez couvrir à peu près 3 heures d'aide humaine par jour. Avec la PCH, dans les cas les plus lourds, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à ça, de déposer la demande avant 60 ans. Les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation compensatrice, alors c'est une ancienne allocation qu'on ne peut plus demander aujourd'hui, mais que les personnes qui l'avaient auparavant peuvent en demander le maintien. Et ça peut être intéressant pour certaines personnes de bénéficier plutôt de ça. Et puis il y a les personnes qui exercent une activité professionnelle. Il n'y a pas de limite d'âge tant qu'elles ont cette activité professionnelle. Donc recommencer à travailler après 60 ans si vous avez un problème, c'est un petit peu ça l'idée. Bon. Enfin, vous découvrirez qu'il faut effectivement, pour bien faire valoir les droits des personnes, bien connaître la réglementation et donc bien savoir présenter son dossier parce que suivant la manière dont on présente le dossier, on va avoir des refus ou pas. Oui. Au sujet de cette barrière d'âge, c'est une barrière quand même qui devait sauter. La loi avait prévu qu'elle saute en 2010. 2010, hein. En 2010, les personnes de plus de 60 ans devaient avoir accès aussi à la PCH. Donc ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais c'est très dommageable parce que, bon, déjà, 60 ans, on n'est pas vraiment très vieux maintenant, hein. On est très je vois dans l'assistance. Mais en plus, pour ce qui nous concerne, on a beaucoup de personnes qui font un AVC juste dans les environs de 60 ans, hein, juste alors, un petit peu après. Et donc là, ces personnes-là, si elles font, voilà, quelqu'un qui fait un AVC à 60 ans et demi aura faites-le à 59 droits. Ans. Hein, voilà. Il faut faire votre AVC à 59 ans. Voilà. Oui, oui. Voilà. Pas à 61. C'est vrai que de passer de assez stupide. c'est fini. Hein. Mais enfin, il faut le savoir parce qu'on a beaucoup de personnes comme ça qui font un AVC à 60 ans, à 61 ans, mais elles n'ont plus du tout les droits qu'elles auraient eu si elles l'avaient fait avant. C'est dramatique, ça peut être dramatique. Il faut bien préciser que l'étude des dossiers se fait sur pièce. L'étude des dossiers se fait sur... La MDPH se fait sur pièce. Ah oui, non, la PCH, il y a l'équipe pluridisciplinaire. Oui, voilà. Pardon. C'est pour toutes les autres demandes, oui. Oui. L'importance de bien... Mais ça, j'en parle après, de la manière de s'organiser. Donc, sur la PCH, les critères, il ne suffit pas d'avoir besoin d'une aide humaine, en résumé. Hein. On peut avoir besoin d'une aide humaine et ne pas avoir droit à la PCH, puisque les critères à prendre en compte, c'est qu'il faut soit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation de 2 activités. Et les activités, je vais vous les indiquer après, donc une difficulté absolue, c'est quand l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est grave quand l'activité est réalisée difficilement, de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, ou quand la personne ne le fait pas spontanément. Hein, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Une personne qui a la capacité physique de faire quelque chose, mais qui ne le fait pas pour des raisons cognitives, elle sera considérée comme en difficulté par rapport à ça. Voilà. Et les difficultés doivent être définitives et d'une durée prévisible d'au moins 1 an. Et il n'est pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Alors, les activités à prendre en compte pour l'ouverture du droit à la PCH. Il y a plusieurs domaines d'activité. Il y a le domaine de la mobilité.
Ça va de se mettre debout, faire ses transferts, les questions de préhension, main dominante ou pas. C'est la question de l'entretien personnel, avec les activités comme se laver, assurer l'élimination, c'est tout ce qui est aller aux toilettes, etc. S'habiller, prendre ses repas. Les domaines de communication comme parler, entendre, voir et utiliser des appareils et techniques de communication. Et puis il y a tout ce qui relève des exigences et relations avec, exigences générales et relations avec autrui. Donc s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, qui va souvent concerner les personnes en situation de handicap cognitif, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et dans ses relations avec autrui. Donc ça, ce sont les 4 domaines qui permettent d'être éligibles à la PCH. Et pour déterminer de manière personnalisée, puisque ça doit toujours être fait de manière personnalisée, les besoins de compensation, et ça quel que soit l'élément de la prestation de compensation du handicap, on doit prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, c'est-à-dire la déficience, les troubles associés, les incapacités, l'environnement, et ça c'est variable d'un individu à un autre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un diagnostic équivalent chez 2 personnes, suivant les conditions de vie, l'environnement dans lequel elles sont, leur personnalité, ça va pouvoir être très différent d'une personne à l'autre. Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation, c'est-à-dire les potentialités, les aptitudes de la personne, les compétences, expériences antérieures, compétences acquises, l'environnement familial, social, culturel. Voilà. Et puis on va normalement tenir compte du projet de vie exprimé par la personne, mais la réalité c'est que les conditions sont quand même tellement restrictives que ça ne peut pas de toute façon coller avec le projet de vie de la personne. Il faut quand même en être conscient. Sur les besoins d'aide humaine. Les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans 3 domaines. Alors, les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière et les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Alors, il faut faire très attention sur les actes essentiels parce que les actes essentiels, c'est la toilette. La toilette, on va vous dire qu'il ne faut pas que ce soit une toilette médicalisée, sinon on va vous dire de vous tourner vers une infirmière et ça vous fera moins d'heures de PCH. Il faut vraiment grappiller son droit. C'est quand même une caractéristique qui est assez pénible et souvent les gens se font avoir. Par exemple, la préparation des repas. On peut vous alimenter, on peut, si vous n'avez pas, si vous avez des difficultés avec les membres supérieurs, vous découpez les aliments et vous donner à manger la petite cuillère ou la fourchette, mais on ne peut pas vous faire les courses et on ne peut pas vous préparer à manger. Ce qui me fait régulièrement dire que la personne toute seule, elle mange la cuillère, voilà, c'est tout ce qu'elle peut manger, et encore à condition de l'avoir acheté avant, de l'avoir en stock chez elle. Voilà, donc effectivement, il faut faire très attention parce qu'on a beaucoup de familles qui disent « Ah voilà, la personne elle a besoin d'aide pour le ménage et pour les courses. » Si vous commencez par là, déjà vous avez tout faux, parce qu'on va vous dire, non, le ménage et les courses, c'est pas pris en charge. Alors bien sûr qu'on a souvent besoin de ces aides-là, mais il faut l'argumenter différemment. C'est-à-dire que dès qu'il y a par exemple des problèmes sur les membres supérieurs, il faut argumenter des besoins de découpe. C'est pas forcément l'impossibilité de découper. Ça peut être le fait que la fatigabilité ou les douleurs vous empêchent de le faire de manière régulière, ou que aussi vous soyez sur le plan psychique dans le déni de vos difficultés, ou que vous oubliez de manger par exemple et qu'il faille vous le rappeler, ça peut rentrer et être pris en compte. Les déplacements qui sont pris en compte, c'est uniquement les déplacements dans le logement, c'est-à-dire que vous êtes en fauteuil roulant, c'est le transfert, c'est si vous avez des problèmes d'équilibre, d'être à côté de vous pour surveiller que vous ne cassiez pas la figure. Et puis les déplacements à l'extérieur, c'est uniquement ceux qui sont liés, qui sont exigés par des démarches liées au handicap. Donc ça restreint fortement les possibilités. Après, il y a la participation à la vie sociale. Alors la participation à la vie sociale, il faut savoir qu'elle est plafonnée. Vous avez droit à 30 heures par mois sur 12 mois. Voilà, la participation sociale des personnes handicapées, 30 heures par mois. Et puis les besoins éducatifs pour les enfants. Donc vous voyez que c'est assez restreint et en plus c'est plafonné. C'est plafonné. Donc souvent pour les personnes en situation de handicap cognitif, il faut jouer sur la surveillance régulière. Et là, il y a 2 choses. Soit vous êtes complètement dépendant pour tous les actes essentiels,
Et à ce moment-là, effectivement, avec la surveillance, on peut arriver à couvrir des besoins 24 heures sur 24, voire plus dans certains cas. Soit vous n'avez pas de problème, enfin vous n'avez pas de besoin pour tous les actes essentiels de l'existence, et là malheureusement la surveillance régulière, elle est plafonnée à 3 heures par jour. Donc là aussi, si vous avez un traumatisé crânien, il vaut mieux qu'il soit paraplégique en même temps, parce que s'il a de gros et lourds problèmes cognitifs, voilà, ce ne sera pas non plus financé, c'est scandaleux, mais c'est malheureusement la réalité auquel se heurtent les personnes concernées, les familles. Ouais, c'est tout à fait ça, hein, parce qu'il peut y avoir des personnes qui arrivent sur le plan moteur à réaliser un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, donc qui arrivent en principe, hein, comme disait Odile, mais qui, s'il n'y a pas quelqu'un avec, ne le font pas. Hein, ne le font pas parce qu'il y a besoin d'une stimulation, parce qu'il y a besoin de les orienter, parce qu'il y a besoin d'être avec eux, quoi, hein, pour qu'ils puissent les réaliser. Et donc pour les personnes qui arrivent à réaliser ça, mais qui ont besoin, certaines, d'une surveillance permanente, parce que c'est des personnes qui se mettent en danger, hein, qui prennent des initiatives, parce que c'est des personnes qui croient qu'elles ont un certain nombre de capacités, voilà, elles ne le savent pas, elles n'arrivent pas à se rendre compte, à réaliser leurs incapacités, et là elles se mettent en danger. Et elles vont prendre des initiatives, hein, vous en connaissez, hein. Vous avez fait vite le tour, là je vois une personne, n'est-ce pas monsieur Moby? Vous connaissez ce genre de problème, hein, et donc là c'est vrai que c'est très difficile d'y avoir accès. Il faut déjà quand même faire valoir des difficultés dans les actes de la vie quotidienne. Il faut bien les mettre en avant pour pouvoir avoir droit à cette surveillance. Juste, je voulais faire un complément parce que j'ai appris une chose dans ce domaine-là qui m'a semblé intéressant lors d'une évaluation de mon fils dans un centre pour traumatisés crâniens. C'est qu'elle est revenue sur l'idée, la MDPH avait dit, presque il y arrive une fois ou 2 fois, c'est bon, il y arrive. Ah non. Voilà. Alors ils ont bien insisté en me disant, le fait qu'il n'y arrive pas, il faut que la personne le fasse spontanément, sans aucune stimulation ni sollicitation, et régulièrement. Voilà. Ce sont effectivement l'écueil qu'il peut y avoir lors de l'évaluation, c'est-à-dire que bien souvent les questions sont mal posées, et parfois à dessein. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bon, il est capable de faire ça. Alors là, il faut répondre, il est capable, à condition de le stimuler, d'être en permanence derrière lui, donc il n'est pas capable tout seul. Attention, voilà, il ne faut jamais que les personnes fragiles soient évaluées sans qu'il y ait des personnes autour qui soient capables de répondre et de dire. Parce que là aussi, on a aussi des personnes qui sont dans le déni. On n'est pas toujours cruel en tant que parent. Alors, il est important aussi que les médecins, je reviendrai après sur le certificat médical, il va être important que le médecin ne se contente pas de coller un diagnostic et qu'il explique bien quelles conséquences ça a dans la vie quotidienne de la personne. Donc j'y reviendrai un petit peu après dans les conseils méthodologiques que je vous donnerai. La PCH aide humaine, donc il y a différentes modalités d'utilisation de l'aide humaine. On peut donc employer une personne en emploi direct, ça veut dire que vous êtes l'employeur. Attention, ça veut dire que vous prenez le risque d'aller au prud'homme, que vous prenez un certain nombre de risques, que la PCH ne couvre pas, par exemple, les frais de la visite médicale du salarié, ne couvre pas le licenciement en cas de décès, etc. Donc il faut être extrêmement vigilant. Néanmoins, c'est vrai que compte tenu des dysfonctionnements de nombreux services prestataires, ça peut être malheureusement une solution pour beaucoup de familles. Il y a aussi le service mandataire, c'est toujours l'emploi direct, sauf que vous avez un service qui vous accompagne pour les démarches administratives, mais vous êtes quand même toujours l'employeur, vous restez responsable légalement. Après, vous avez le service prestataire, c'est-à-dire que vous passez par un service qui est l'employeur des aides à domicile, et qui vous envoie ces aides à domicile chez vous, selon un contrat que vous avez défini avec elle. Et puis vous avez l'aidant familial. L'aidant familial, c'est un dédommagement pour les membres de la famille, conjoints, enfants et parents proches, qui est assez symbolique et qui varie en fonction du fait que vous avez dû interrompre ou pas, partiellement ou pas, votre activité professionnelle. Alors, les tarifs sont différents suivant les modalités d'utilisation. C'est-à-dire que ça va de 13,61 € pour l'emploi direct à 14,11 € pour l'emploi en service mandataire, à
Alors en plus, il y a 2 tarifs maintenant hein, en emploi direct, en fait, c'est en train de changer. Donc suivant le niveau de qualification du salarié. Mais là, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça reste compliqué. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être très vigilant sur l'emploi direct et le mandataire. Et le prestataire, vous êtes dans un contrat de service, donc il faut aussi être en capacité d'être exigeant avec le service parce que compte tenu des difficultés de financement de ces services, il y a quand même beaucoup de maltraitance institutionnelle et les personnes qui se défendent le moins sont souvent celles qui sont le plus maltraitées par les services. Le service prestataire, il y a un tarif national de la PCH qui est de 17,77 €, mais il y a la possibilité, et là malheureusement c'est laissé à la liberté des conseils départementaux, d'autoriser un tarif spécifique pour ces services. Et par exemple en Haute-Garonne, un certain nombre de services du non lucratif, hein, des associations, ont des tarifs qui vont jusqu'à 21, 22, 23 € à peu près, mais uniquement pour certains services. Et l'aidant familial, donc l'aidant familial qui travaille, c'est 3,70 € de l'heure, et l'aidant familial qui a renoncé totalement ou partiellement, c'est 5,54 € de l'heure. Et il faut savoir, parce que la personne handicapée peut à tout moment changer les modalités d'utilisation de l'aide humaine. Ce n'est pas parce que sur la notification de droit pour la PCH, vous avez mentionné, par exemple, parce que c'est une mauvaise habitude des MDPH de mentionner que, par exemple, vous allez avoir tant d'heures en aidant familial et tant d'heures en prestataire. Vous pouvez tout à fait, à tout moment, librement, dire « bah non, maintenant je veux que de l'aidant familial, ou que du prestataire, ou que de l'emploi direct », et vous pouvez le changer quand vous voulez, à une condition, c'est d'avertir le conseil départemental, je vous conseille de le faire en lettre recommandée, pour lui dire, dorénavant, à partir de telle date, je passe en tel mode, il y a tant d'heures qui seront faites de telle manière, tant d'heures qui seront faites de telle manière, pour qu'il recalcule vos droits. Donc le montant qui est indiqué sur la notification de droit, normalement il ne devrait même pas y avoir de montant indiqué sur la notification de droit de la MDPH, elle devrait simplement vous indiquer, vous avez droit à tant d'heures, et vous pouvez choisir telle modalité à tel tarif. Hein. C'est d'ailleurs une chose qu'il faudra qu'on monte au créneau auprès de la MDPH pour que ça se fasse correctement. Ils donnent souvent une somme plutôt qu'un nombre d'heures, quelquefois. Dans le 31, oui. Ouais, voilà. Et ils ont financièrement, c'est plus intéressant pour eux de vous financer de l'aidant familial. Donc effectivement, ils ont tendance plutôt à vous pousser à prendre de l'aidant familial ou de l'emploi direct parce que ça coûte moins cher à la collectivité. Donc faites attention à ça, sachant aussi que quand la personne est très lourdement handicapée, à partir d'un certain nombre d'heures, je crois que c'est à partir de 12 heures par jour, on peut salarier un proche. Oui. Hein. Donc, mais on ne peut pas le faire quand il n'y a pas beaucoup d'heures de PCH. Mais ça peut être quand vous avez des personnes qui arrêtent vraiment de travailler, quand elles sont dédommagées à 5 € de l'heure, il vaut mieux qu'elles touchent 12-13 € de l'heure quand même. Hein. Donc vous avez le droit de les salarier, mais à partir d'un certain nombre d'heures, donc il faut quand même des gens qui ont une dépendance importante, une part d'autonomie importante. Il ne faut pas de l'auditeur. Ouais, tu dis un mot là-dessus, sur les tarifs. Là. Il faut savoir aussi qu'on peut panacher. Hein, si vous avez un quota d'heures qui est attribué par la MDPH, tu l'as dit, oui. Je ne sais pas si ça a été bien entendu, on peut prendre tant d'heures en aidant familial, tant d'heures en emploi direct et tant d'heures en prestataire. Et vous pouvez changer à tout moment. Voilà. Il faut simplement le déclarer, non pas à la MDPH, mais au conseil départemental à chaque fois. Voilà. Oui, voilà, c'est plus la MDPH qui traite, on va directement, à partir du moment où le nombre d'heures a été attribué, il est attribué. Voilà. Donc il suffit de s'adresser à l'organisme payeur qui est celui du conseil départemental. On écrit à l'organisme payeur, on dit voilà, je voudrais changer la distribution des heures d'aide humaine. Voilà. C'est difficile de trouver une entreprise où on trouve vraiment des auxiliaires de vie, par exemple. Je vois que mon fils, il avait besoin d'une auxiliaire de vie tous les jours, 1 heure, donc on 1 heure. En fait, ce sont des assistantes ménagères qui viennent. Et vous êtes où, sur Toulouse? Ce ne sont pas des auxiliaires de vie. Vous êtes où? Sur Toulouse? Il est sur Dox, à côté de Mondonville. Ouais. Mais il existe quand même des... Oui, c'est vrai que pour se déplacer, c'est quand même pas un service qui est plutôt sur Toulouse, va avoir du mal à envoyer quelqu'un pour 1 heure, sachant que la personne, pour se rendre sur son lieu de travail, les frais de transport ne sont pas remboursés. Donc elle va venir travailler pour 1 heure, si, mais elle va perdre... En prestataire, si. Ah non. En prestataire, le pas salaire... pour se rendre sur le lieu de travail, non.
c'est les intervacations, oui. mais pas le... Pas la première intervention. Voilà. Oui, mais là, pour venir 1 heure, il faut trouver un service à proximité. C'est vrai que c'est pas facile. On va chercher un autre, parce qu'en plus, elles doivent venir 1 heure, mais elles arrivent toujours en retard. Ça, mais quel que soit les Ben, services. Ah mais ça, il faut exiger qu'elles fassent l'heure prévue. Voilà. C'est pas parce qu'elles arrivent. Attendez, il faut être exigeant avec les services. Hein. Vous avez, il faut pas vous laisser faire. Ça, c'est important de pas se laisser faire parce qu'il y a des services qui abusent et des auxiliaires de vie qui abusent. Donc une auxiliaire qui part avant l'heure, vous appelez le service, vous dites c'est quoi et vous payez que le temps passé. Mais vous savez qu'une heure par jour, vous pouvez vous arranger pour les grouper. Hein, vous n'êtes pas obligé de les faire 1 heure chaque jour. Hein. Ça sera quand même plus facile pour trouver un service dans ces conditions. Hein. Vous pouvez le faire une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais ça, c'est tout à fait compréhensible. Même le conseil départemental peut très bien le comprendre, qu'on ne peut pas se déplacer. Enfin, 1 heure, peut-être qu'on pourrait revoir ce dossier, hein, parce que c'est quand même très peu hein, de donner 1 heure. Ça s'arrête surtout dans sa façon de faire des repas, parce qu'il était incapable de se faire manger. Oui, mais voyez ce qu'a dit Odile, hein, faire à manger n'est pas dans les attributions c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. de la PCH. Donc, il faut mettre en avant qu'il n'est pas capable de se nourrir. Voilà, c'est pas la même chose. Il faudrait revoir le dossier. On prendra rendez-vous, on essaiera de revoir le dossier, parce que peut-être que 1 heure, c'est vraiment insuffisant. C'est assez rare quand même. Alors l'emploi direct, bon, comme disait Odile, il y a les dangers, donc de devenir un employeur, hein, c'est pas facile à gérer, d'être employeur. Hein, en plus, c'est la personne handicapée elle-même qui est employeur. Hein. Voilà, il faut le savoir. Le prestataire, les avantages quand même, c'est vous pouvez ne pas avoir à gérer de somme du tout. Le prestataire peut se faire payer directement par le conseil départemental. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage intéressant au niveau de la gestion quand même, hein, parce que c'est quand même, quand vous avez beaucoup d'heures, la gestion est très lourde, hein, parce que vous pouvez recevoir des sommes colossales, et donc c'est souvent difficile à gérer. Ça, hein. Ensuite, l'aidant familial, vous avez vu, 3 €, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, c'est vraiment pas grand-chose, d'autant que c'est assez lourdement imposé, parce que c'est, je ne me rappelle plus dans quelle case, je ne sais pas si vous avez... En BNC, oui. On le met en BNC dans la déclaration d'impôt, et il faut savoir que là-dessus, en plus, on paye 12% de CSG RDS. Hein. Donc il ne vous reste vraiment plus grand-chose à faire. Il faut même payer, non, le sortie. Et les CIAS, non? Comment? Moi, je fais intervenir le CIAS, qui est prestataire. Et ça voilà. Voilà. Mais en tout cas, soyez exigeants et effectivement, vous avez la possibilité, enfin, on vous l'impose aujourd'hui en Haute-Garonne, même si on n'a pas le droit de vous l'imposer, effectivement, que le prestataire soit payé directement. Bon, sachez que vous pouvez refuser, hein, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils se le permettent. Néanmoins, c'est vrai que ce sont des sommes importantes à gérer et que si vous ne les utilisez pas correctement, vous pouvez vous retrouver à les rembourser. Donc voilà, il faut peut-être... Vous serez obligé de les rembourser. Donc effectivement, des fois, il vaut mieux. Par contre, exiger du prestataire qu'il vous fournisse les factures et combien il a fait payer au conseil départemental. Oui. Vous êtes quand même voilà, le donneur d'ordre, donc vous avez droit à des comptes. Hein. Et les fiches de présence, par exemple. Et les fiches de présence, on doit vous justifier. Mais la facture et les fiches de présence. Voilà. Ouais, voilà. Donc tenez un compte précis, soyez rigoureux et soyez exigeants. Soyez exigeants parce que malheureusement, la situation des services aujourd'hui fait que si les gens ne se défendent pas, sans qu'on leur veuille du mal, malheureusement, on ne se préoccupe pas trop des conséquences. Juste tant qu'on est sur ce domaine, j'aimerais bien que Nicolas redise, on l'avait vu en réunion, parce que de temps en temps, les personnels de la MDPH sur l'aide au repas ou des choses comme ça, les courses et tout parlent du système aussi des aides ménagères. Oui. Qui est différent de alors, voilà. Il y a possibilité, effectivement, oui, mais attention à une chose, parce que, effectivement, pour ceux qui ont des revenus à la hache, pas plus, hein, il ne faut pas avoir le complément de ressources, malheureusement. Il y a l'aide sociale, l'aide ménagère de l'aide sociale. Le problème de l'aide ménagère de l'aide sociale, c'est que d'une part, il faut vraiment avoir des revenus extrêmement bas, et en plus, si vous avez le complément de ressources, ils ne le versent plus. Il y a même des départements où ils ne le versent pas parce que l'ARH a dépassé le plafond de l'aide sociale. Donc ça c'est devenu problématique. Mais surtout, il y a retour à meilleure fortune et récupération sur succession. Donc voilà, les gens qui ont un patrimoine, faites attention parce que voilà, ça peut être repris au décès du bénéficiaire ou
ou en cas de ce qu'on appelle retour à meilleure fortune, les personnes prévoient une succession, etc. Donc attention, c'est à manier avec précaution. Voilà. En bref, il faut que la personne, finalement, elle ait rien. Oui. Faut qu'elle ait rien, mais de toute façon, elle n'aura pas beaucoup pour autant, hein, je vous rassure. Il cherche un petit fait, quoi. Écoutez, on en vient à ce que je dis souvent, hein, c'est que si nous, personnes en situation de handicap et les familles, on était un petit peu plus combatifs, un petit peu moins soumis aux diktats des pouvoirs publics, si on était un petit peu plus revendicatifs, peut-être qu'on n'en serait pas là. Tant qu'on dira amen à ce que font les pouvoirs publics, ils s'attaqueront toujours en priorité aux plus fragiles. C'est malheureux, mais c'est la réalité. C'était la minute militante de Guy. Oui, par exemple. Est-ce que le fait qu'il soit logé pour les stands de la famille... Ça veut dire qu'il n'a pas un logement indépendant. Ouais. Mais pour la PCH, ça n'entre pas en ligne de compte, sauf si sur la PCH, il faut savoir que il n'y a pas de récupération il n'y a pas de recours sur succession, il n'y a pas de récupération retour à meilleure fortune. Par contre, les personnes qui gagnent à peu près plus de 2 000 € par mois n'ont que 80% du montant de la PCH financière, elle doit financer 20%. Et il faut faire attention à une chose, c'est que si vous avez par exemple votre enfant chez vous et que vous le déclarez sur le même, vous le mettez même foyer fiscal, c'est les revenus de la famille qui vont être pris en compte. Non, pas toujours, non. Ça dépend. Il faut prouver qu'il n'a pas de revenus. Voilà. Non, mais même si, attends, si c'est le foyer fiscal, c'est les revenus fiscaux qui rentrent en compte. Non. Et si, pour la PCH? Non, si tu prouves qu'il n'a pas de revenus, tu peux le déclarer dans ton foyer fiscal, c'est pas un problème. Non, mais là, le seul problème, c'est si la personne, par contre, vit en couple. Vit en couple, ouais, avec les revenus du conjoint sont pris en compte. Et là, automatiquement, ça peut... Tu es sûr, Nicolas? Parce que moi, je crois que c'était non, c'est pas automatique. C'est pas automatique si tu prouves que la personne n'a pas de revenus. Conjoint, c'est tout. D'accord. Pour la PCH, je ne sais pas. On va vérifier quand même. Non, mais je le sais. Pour l'âge, tu penses que c'est beaucoup de familles qui déclarent sur leur foyer fiscal leur enfant handicapé, mais pas leur enfant adulte handicapé. Oui, mais si elles ont pas mal d'abattements, c'est 2 000 € net. Enfin voilà, tu sais, si tu fais de la défiscalisation, tu peux arriver à avoir un revenu fiscal inférieur, mais voilà. À partir de à vérifier en tout cas. Par contre, le conjoint, oui, les revenus du conjoint sont pris en compte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui hésitent à se mettre en couple parce qu'ils risquent de perdre leur AH. Voilà. Ça, c'est pour l'AH. Ouais, pour l'AH. Alors après, il y a la PCH, donc il y a aussi les aides techniques. Donc les aides techniques, ce sont les aides qui sont destinées à l'achat ou à la location d'un matériel qui compense le handicap. Et le niveau de remboursement diffère selon que l'aide figure ou non sur ce qu'on appelle la LPPR, la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale. Donc vous pouvez tout à fait avoir du matériel qui va apporter un vrai plus à une personne handicapée, mais qui pour X raison ne va pas être sur cette liste, ou alors c'est un matériel tout à fait nouveau. J'ai eu le cas par exemple, on m'a parlé d'un monsieur qui a des problèmes de prothèse de jambes, qui ne supporte qu'un modèle de prothèse qui est expérimental. Ben non, elle coûte une fortune et il n'avait même pas la LPPR, donc il ne peut même pas la faire financer comme ça. Voilà. Et attention à une chose, pour tout ce qui est aide technique, aménagement du véhicule, aménagement du logement, ne jamais commander ou acheter un matériel avant d'avoir déposé le dossier de demande de LPPR. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la réponse, si vous avez les moyens de faire l'avance, mais ne déposez pas un dossier après avoir fait l'achat parce qu'on vous dira « niet », vous n'y aurez pas droit. Hein. Donc ça, on le voit des fois des vendeurs qui disent « Ah ben tiens, achetez ce fauteuil roulant », qui laissent la personne acheter le fauteuil roulant, et après quand elle dépose le dossier LDPH, ben non, aucun remboursement. Hein. Pour les voitures aménagées. Pour les voitures aménagées, pour tout ça, faites attention, il faut que le dossier soit déposé. Pas forcément instruit, mais déposé. Voilà. Alors, d'autres prestations qui relèvent de la MDPH, vous avez la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc qui permet de bénéficier de petits avantages pour trouver un emploi ou pour le conserver. Vous savez que pour les entreprises de plus de 20 salariés, il y a une obligation de 6%, d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Et donc la condition pour être reconnu travailleur handicapé,
c'est une personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Il n'y a pas besoin d'avoir un handicap lourd pour avoir la reconnaissance de travailleur handicapé. En plus, ça ne coûte rien au MDPH, donc elle le donne assez facilement, il faut bien dire ce qui est. Voilà. Et après, quelque chose qui peut être important aussi pour les personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées, c'est l'orientation vers un SAVS ou un SAMSA. Le SAVS, c'est le service d'accompagnement à la vie sociale. Ce sont des services médico-sociaux qui s'adressent à des adultes en situation de handicap et qui contribuent à la réalisation de leur projet de vie par un accompagnement adapté, favorisant ainsi leur insertion en milieu ordinaire et qui peuvent les accompagner à leur domicile, hein, qui viennent les voir à domicile. Et le SAMSA, c'est la même chose avec un accompagnement médical, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'équipe pluridisciplinaire des médecins avec différentes spécialités éventuellement. Hein, dans un SAVS, vous pouvez avoir une assistante sociale, ergothérapeute, si, ergothérapeute. Si. C'est du médical. Non, non, SAVS, ergothérapeute. Non, je t'assure. Le SAVS de l'APF a un ergothérapeute, a des éducateurs. Éducateurs, oui. Oui, non, mais des ergothérapeutes aussi. Voilà. Et SAMSA, c'est quand il y a des médecins en plus. D'accord. C'était pas du tout le personnel. Voilà. Alors, on va maintenant aborder la question de comment se procurer un dossier de demande et comment monter un dossier. Donc tout d'abord, il faut récupérer le dossier. Alors vous pouvez le faire sur Internet. Sur le site de la MDPH 31, vous avez les différents formulaires. Alors, ou alors vous vous déplacez, vous appelez, vous écrivez pour qu'on vous l'envoie. Il y en a aussi dans les maisons des solidarités. Donc il y a à la fois un formulaire administratif, hein, donc qui concerne toutes les demandes. Avant, il y avait un formulaire pour chaque demande, maintenant c'est un formulaire unique pour l'ensemble des demandes. Quand vous faites une demande d'AH ou du RQTH, il y a aussi une fiche de renseignement sur l'emploi qu'il faudra compléter. Vous avez à la fin de la demande une liste des pièces à joindre. Vous avez aussi un certificat médical hein, qui est un modèle cerfatisé, c'est-à-dire un modèle voilà, qui est obligatoire. Et vous avez une notice explicative. Donc, première chose que je vais vous conseiller, c'est avant même de remplir le dossier, de le lire, mais de vous tourner vers une association, bon c'est déjà votre cas, mais faites passer le message, de dire aux gens de ne jamais faire une demande tout seul. Parce que vous allez vous confronter à une administration qui est débordée, il faut dire ce qui est, que la question est extrêmement complexe, que le droit, comme vous avez commencé à le voir, est extrêmement complexe, et que quand vous arrivez dans une association, après avoir épuisé les voies de recours, ou même sans les avoir épuisées, quand vous avez mal engagé le dossier, c'est beaucoup plus difficile de le rattraper que si vous nous consultez avant. Parce qu'on va vous expliquer quels sont les arguments à mettre en avant, quels sont ceux qu'il faut éviter de mettre en avant, etc. Donc c'est vraiment important de faire savoir aux gens qu'il faut se tourner vers une association et qu'il faut se faire accompagner. Qu'il faut éviter de faire ce genre de démarche tout seul. Le certificat médical, alors, donc la notice explicative, le dossier, il faut écrire lisiblement, en noir, bien lire chaque ligne, hein. Gardez un double, c'est essentiel. Et pour le certificat médical, il faut que votre médecin prenne le temps de le remplir correctement, complètement, et surtout de bien détailler les conséquences du handicap ou de la maladie, et pas de se contenter d'un diagnostic comme on voit très souvent, personne cérébro-lésée, et hop, circuler, il n'y a rien à voir, il ne coche même pas les cases sur l'autonomie, ça c'est catastrophique. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des refus de PCH ou de droit après ça. Il faut que le médecin, alors malheureusement les médecins ne sont pas payés pour remplir ce certificat, enfin, ils sont quand même payés pour les consultations. Ils connaissent très mal, mais il faut reconnaître que ceux qui essaient de faire la démarche ont parfois du mal à trouver les informations, mais il y en a aussi beaucoup qui, parce que ça ne rapporte rien, font ça par-dessus la jambe sans mesurer les conséquences. Et aussi parce qu'ils ont l'habitude de le faire par-dessus la jambe, ils disent de toute façon ça ne sert à rien, quoi que je le fasse, ça fait... Non, ce n'est pas vrai. Il y a une différence énorme entre un certificat médical bien rempli et un certificat médical mal rempli. Vous verrez que sur les dernières pages du certificat, il y a des cases à cocher sur l'autonomie. Il y a notamment, vous voyez, bon, la nature et durée des traitements, les contraintes.
Ça peut être important, par exemple, d'une personne qui peut avoir un traitement qui agit sur l'intestin ou l'estomac, qui provoque des problèmes d'aller aux toilettes fréquemment. Ben, c'est une contrainte. Si vous devez nettoyer la personne à chaque fois qu'elle va aux toilettes parce que le médicament a un effet laxatif, ça a des conséquences. Ça, si le médecin ne le marque pas, c'est sûr que des fois, la famille est moins entendue que si c'est le médecin qui le marque. Donc le médecin, il faut qu'il décrive les soins au traitement nocturne. Si vous voulez avoir 24 heures sur 24, de toute façon, voilà. Et il faut le cocher. Mais il faut aussi cocher s'il y a besoin d'une simple surveillance de nuit. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas des gestes actifs, s'il faut une présence de nuit, il faut le mentionner. C'est extrêmement important que ce soit mentionné sur le certificat médical. Tous les appareillages, les contraintes que ça apporte. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'oxygène, mais qui va oublier. Eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour lui mettre, pour lui retirer, pour lui rappeler. Donc tout ça, c'est contraint, il ne faut pas juste mettre oxygène, il faut mettre stimulation à l'utilisation. Enfin, voilà, il faut tout préciser, tout mentionner. La partie sur la page 3, sur le retentissement fonctionnel ou relationnel, le périmètre de marche, que le médecin ne vous mette pas ça à la va-vite. Ce n'est pas le jour où il est en forme. Alors c'est sûr que s'il est en général en forme, il va falloir faire une moyenne. Mais il faut tenir compte des moments où il n'est pas en état, il faut en tenir compte. Il va falloir bien remplir les questions sur l'appréciation sur les difficultés graves ou absolues pour marcher, se déplacer, etc. Pas de difficultés graves ou absolues, difficultés modérées. Toujours tenir compte aussi effectivement du fait que la personne va le faire spontanément, toute seule, etc. Hein, il faut pas chercher les capacités maximum de la personne. Sur la communication, sur utiliser les appareils techniques, sur la conduite émotionnelle et relationnelle, ça c'est extrêmement important, surtout sur les personnes traumatisées crâniennes où on sait qu'il y a beaucoup de troubles du comportement, de troubles cognitifs. Il est extrêmement important que le médecin détaille toutes les difficultés auxquelles sont confrontées la famille. Les questions de cognition, d'attention, de mémoire, de difficultés d'apprentissage, de raisonnement, de notion, de ne pas avoir la notion des dangers, de tout ça. Oui, c'est vrai que le certificat médical, c'est la clé. Hein. S'il est bien fait, automatiquement, quand même, c'est des médecins qui regardent le dossier. Hein. Ils vont regarder que le dossier. Et ils vont regarder que le dossier médical. Pas la personne en face. Voilà, ils n'ont pas la personne en face. Et donc, ce qui est important, c'est de rajouter, ne pas se contenter du certificat médical du médecin traitant. Il faut rajouter des pièces automatiquement. C'est ce que j'allais dire. Non, alors, il faut rajouter des choses qui sont vraiment objectives. Par exemple, si on a des scanners ou des IRM, mettre le résultat du scanner et de l'IRM. Là, les lésions cérébrales, elles sont visibles, elles sont marquées. Là, on ne peut pas dire, parce que quelquefois, quand l'handicap est un peu invisible, eh ben, on dit, ben, ça va. Non, là, il y a des lésions. Donc, s'il y a des lésions, il y a des séquelles, automatiquement. Hein, voilà. Et ensuite, je crois qu'il est important pour les personnes cérébro-lésées, c'est d'avoir un bilan neuropsychologique qui évalue. Mais ça, il faut le faire. Il faut toujours que quand on fait une demande, pour la première en particulier, hein, il y ait un bilan neuropsychologique. Hein. Alors c'est vrai que quelqueois, c'est pas facile à avoir, et si on le fait en libéral, c'est pas remboursé, donc c'est difficile. Quelquefois, des orthophonistes font ces bilans neuropsychologiques, donc il faut trouver, bon, on peut vous donner des adresses, hein, font ces bilans neuropsychologiques. C'est très important parce que là, on évalue ce que disait Odile, toutes les capacités cognitives et les capacités aussi comportementales éventuellement. Hein. Mais c'est surtout les capacités cognitives qui sont bien mis de mémoire, les fonctions exécutives, etc. Tout ça, c'est bien quantifié par une neuropsychologue. Et quand c'est un renouvellement Si l'état est le même, si l'état est strictement le même, le certificat médical vous permet le médecin peut ne remplir que la première page où il atteste que l'état de la personne n'a pas changé depuis le dernier certificat médical. C'est le plus simple. Comment je fais, moi ? Moi, le médecin ne cachette pas le certificat médical. Je fais une copie, je la garde, et au moment du renouvellement, je vais voir le médecin, je lui dis, voilà, je lui dis, recopier. Oui, non, par contre, si l'état s'est dégradé, ou s'il y a des changements dans les conditions de vie, il faut le mentionner. Il y a certainement des changements de choses, puisque 10 ans, puisqu'il a eu la carte de validité banaliste, en fait, ça fait 10 ans, pour le renouveler, au bout de 10 ans, il y a des choses qui se sont passées, mais comme c'est pas visible, c'est ça le problème. Il y a la page 4 du formulaire, il me semble que c'est la page 4 du formulaire de demande de renouvellement. On vous demande comment ça se passe, quoi. Et là, il faut en profiter pour
Non, mais bon, si vous avez un doute, il vaut mieux que le médecin remplisse le dossier complet, mais des fois, ça peut simplifier. C'est très important. C'est sur la page projet de vie. Oui, enfin, le problème du projet de vie, c'est que ça devrait être très important, mais que dans la réalité... Enfin... Non, mais on peut noter ce qui a changé, quoi, les évolutions qu'il y a pu y avoir. Oui, voilà. Oui aussi, mais il vaut mieux que ce soit le médecin. Alors, après, on dit qu'il vaut mieux que le certificat MDPH soit rempli par le spécialiste que par le médecin traitant. Mais ça dépend, parce que des fois, le médecin traitant connaît mieux le quotidien de la personne que le spécialiste. Donc, dans ces cas-là, vous avez une possibilité très simple, c'est vous mettez plusieurs certificats. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à un seul certificat. Vous pouvez très bien faire remplir tout ce qui est le quotidien, le certificat MDPH avec tout ce qui est le quotidien, finalement, les conséquences au quotidien par le médecin traitant, et joindre des certificats des spécialistes. Vous allez demander aux spécialistes de ne pas se contenter de mettre un diagnostic, mais de décrire toutes les conséquences de la pathologie sur la personne et son état psychique, etc. Il ne faut pas hésiter à joindre le certificat du kiné, de l'ergothérapeute, du psychologue, du psychiatre, de l'assistante sociale, de l'orthophoniste. Hein. Et puis, si vous avez un spécialiste à consulter, par exemple, il faut 6 mois pour un rendez-vous. On le voit des fois sur certaines pathologies. Et qu'il y a des besoins urgents. Déposez le dossier avec le certificat médical du médecin traitant et dites « je joindrai après un dossier complémentaire ». Et le temps d'instruction, vous êtes toujours à temps de joindre autre chose. Mais au moins, ça fait démarrer le droit. Hein. Parce que si vous ne déposez pas le dossier, le droit ne démarre pas. Combien de temps avant pour le renouvellement? Alors, le renouvellement, il faut compter 6 mois avant. 6 mois. Hein. 6 mois avant, les délais varient entre 4 et 8 mois à peu près, ça dépend des demandes, ça dépend de la complexité, ça dépend des DPH aussi. On est à peu près à 6 mois. L'important, c'est de ne pas rater le délai, parce qu'on rentre dans une nouvelle demande, si c'est plus un renouvellement. Hein. Oui, faites attention à ne pas louper, hein, de bien faire avant. Alors, quand les gens ont l'AH, en général, la CAF envoie le dossier 6 mois avant, mais des fois il y a des bugs, hein, donc faites très attention, soyez très vigilants à ça. Réglez votre téléphone pour dans 10 ans. Voilà. Bon, branchez-le avant. Donc, il doit être rempli soigneusement et on doit... c'est-à-dire que vous avez aussi des personnes qui vont aller mieux parce qu'elles ont des aides humaines. Donc, il faut quand même, quand le médecin remplit le certificat et quand on décrit la situation, qu'on explique bien que certaines améliorations, elles sont le fait de la stimulation, etc. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une personne qui était toute seule, qui ne se lavait pas, qui ne mangeait pas correctement. Ben, c'est sûr qu'une fois qu'elle a l'aide humaine et que ça roule, quand ça roule, effectivement, elle va être beaucoup mieux là-dessus. Mais il ne faut pas qu'on dise, vous êtes mieux, maintenant on va diminuer vos droits. Donc il faut bien être en capacité d'expliquer qu'est-ce qui... Il peut y avoir des améliorations qui ne sont pas le fait de l'aide humaine ou pas le fait de la compensation du handicap. Et à ce moment-là, ben, effectivement, c'est une bonne chose pour la personne. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas interprété comme un moyen de vous donner moins de droits. Voilà. Et il faut donc parler de toutes les difficultés. Il peut y avoir aussi le contexte social, c'est-à-dire que le contexte psychologique, le contexte environnemental. C'est-à-dire que vous avez par exemple des personnes qui sont très mal logées, vous avez une personne qui est en fauteuil, qui doit être transférée, il n'y a pas de rail de transfert au balcon. Moi j'ai vu des situations où vous étiez obligé de porter une personne très lourde, la tirer dans le couloir avec tous les risques de chute. Ça ne demande pas le même travail que quand la personne a un système où elle va se mettre dans un élévateur, où elle va pouvoir faire certaines choses, où elle va avoir par exemple un fauteuil électrique, pas besoin de quelqu'un pour la pousser. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Il faut être le plus précis et le plus détaillé possible. Il faut y passer du temps sur ce dossier. C'est vraiment la clé de vos droits. On me dit gentiment d'accélérer, tout à l'heure, il fallait que je ralentisse. Bon, décidément, vous voyez que je suis un petit peu mal formatée, on va dire. Alors, du fait qu'on a posé les questions. Oui, c'est bien parce que ça a été fait au fur et à mesure. Voilà. À la fin du dossier administratif de demande, vous avez une case sur la procédure simplifiée. Alors attention, je vous déconseille d'accepter la procédure simplifiée. Sauf en cas de renouvellement. Sauf en cas de renouvellement, sauf si l'état ne s'est pas dégradé, sauf si vous pensez que votre MDPH fonctionne assez bien, oui. Sinon, il faut éviter, parce que quand vous cochez la procédure simplifiée, ça veut dire que votre demande sera traitée sans que vous soyez vu, sans recevoir de plan personnalisé de compensation et sans être invité à défendre votre dossier devant la commission CDAPH. Alors ça, c'est la théorie, parce qu'il faut savoir que le droit fait que pour toute demande, normalement, la MDPH doit vous rencontrer ou en tout cas échanger avec vous, ce qui est rarement le cas sauf pour la PCH.
Quand c'est la PHCH, elle doit venir à domicile, faire l'évaluation à domicile. Donc pour la PCH, n'acceptez pas d'évaluation à distance, sauf pour un renouvellement et s'il n'y a pas de changement, là c'est bon. Mais pour une première demande, évaluation à domicile, hein, surtout. Et soyez présents, et voilà. Le problème, c'est que pour une demande d'AH, la loi prévoit aussi que vous devez recevoir un plan personnalisé de compensation. C'est une proposition, c'est-à-dire que normalement la MDPH doit vous adresser une proposition en vous disant voilà, j'ai examiné votre demande de compensation, je vous propose l'AH à tel taux ou je vous refuse l'AH, je vous propose ceci ou je vous propose cela. Et vous avez 15 jours pour répondre. Soit vous acceptez, et à ce moment-là ça passe devant la commission des droits sans vous ayez à vous déplacer, soit vous n'acceptez pas ou il y a une partie que vous refusez. Dans ce cas-là, vous devez répondre que vous n'êtes pas d'accord et on doit vous faire savoir que vous pouvez venir défendre votre dossier devant la CDAPH. Et c'est important, si vous n'êtes pas d'accord, de venir devant la CDAPH parce que nous qui y siégeons, nous pouvons vous dire que des dossiers, la présentation que nous font les services de la MDPH ne correspond pas toujours à la réalité. Quand les personnes viennent, ben parfois, surtout quand les services de l'État ou du conseil départemental ne sont pas là et qu'on est tous présents et tous d'accord, on arrive parfois à emporter des décisions à une voix près. Donc c'est important que vous veniez devant la CDAPH et vous contestiez les décisions. Et vous pouvez aussi, si vous pensez que, même pour un dossier d'AH, vous pouvez à tout moment, si vous avez le sentiment que votre dossier risque de mal passer, qu'il n'y a pas un diagnostic qui d'emblée va faire que le médecin va se dire bon, celui-là avec le diagnostic, allez hop, c'est ok. Voilà, qu'il y ait des choses qui ne sont pas toujours faciles à prouver, comme la douleur, comme la fatigabilité, ça ne se mesure pas, c'est pas un scanner qui va dire si vous êtes fatigué ou douloureux. Hein. Donc ça, effectivement, vous pouvez tout à fait dire à la MDPH, ben j'entends exercer mon droit et je vous demande de m'adresser une proposition de plan de compensation afin que je puisse être invité devant la CDAPH si je le souhaite. Enfin, n'hésitez pas à nous consulter pour ça. Donc voilà, hein, je vous conseille de ne pas accepter la procédure simplifiée. Procédure d'urgence. Procédure d'urgence, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est à peu près un délai moyen de 6 mois. Pour la PCH, ça peut même être un petit peu plus, alors que la loi prévoit un délai maximum de 4 mois. Sachant que votre dossier, je crois, est réputé refusé au-delà de 4 mois, mais la MDPH la MDPH ne l'applique pas. Donc en tout cas, si au-delà de 4 mois, 6 mois, vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à relancer les MDPH. N'ignorez pas non plus que parfois, ils perdent les dossiers, ça arrive, hein, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais je crois qu'il y a 100 000 dossiers hein, par an à la MDPH 31, donc vous imaginez qu'il peut y avoir de la perte aussi. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à le faire parfois, vous pouvez le faire par téléphone, mais faites-le par écrit. N'hésitez pas, vous pouvez le faire par email aussi sur le site de la MDPH. Voilà. Mais vous pouvez avoir des situations où il faut une décision urgente. Et dans ce cas-là, la loi a prévu la procédure d'urgence. Procédure d'urgence qui dit qu'en cas d'urgence attestée, l'intéressé peut à tout moment, hein, pas seulement au début, mais à tout moment de l'instruction de sa demande de PCH, joindre une demande particulière sur laquelle c'est le président du conseil départemental qui va statuer en urgence. Il a 15 jours ouvrés pour arrêter le montant provisoire de la PCH. Et il dispose d'un délai de 2 mois pour régulariser cette décision. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une urgence, alors on va déjà définir l'urgence. La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d'instruction et ceux nécessaires à la CDAPH pour prendre la décision d'attribution de la PCH sont susceptibles soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile, soit son maintien dans l'emploi, soit de la mener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés. C'est le cas de personnes qui sortent d'un service de rééducation fonctionnelle et qui sont en instance de sortie d'un service de rééducation fonctionnelle qui doivent retourner à domicile. Oui, parce que les services n'anticipent pas aussi, parce qu'ils ne font pas leur boulot. Et s'il n'y a aucune aide pour retourner à domicile, c'est impossible, c'est ingérable. Donc il faut utiliser la procédure d'urgence dans ce cas-là. À moins qu'effectivement le service, le centre de rééducation fonctionnelle ait fait son travail en amont de préparation, de contact avec normalement, le centre de rééducation fonctionnelle, il devrait effectivement, voilà, en fonction de l'état de la personne et de la durée prévisible de son séjour, se dire bon, cette personne, elle ne va pas forcément tout récupérer, donc on va déposer un dossier, quitte à refaire le certificat médical pour l'actualiser au dernier moment. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas.
Et c'est une bagarre, hein, la procédure d'urgence, puisque moi-même j'ai dû faire condamner le président du conseil départemental et faire jurisprudence pour obtenir la procédure d'urgence en 2006. Donc n'hésitez pas, il y a une jurisprudence, ils la connaissent hein, ici, ils me connaissent aussi. Et donc la procédure, c'est que ce n'est pas à la MDPH que vous vous adressez, vous faites une lettre recommandée au président du conseil départemental. Vous pouvez même mettre en copie la MDPH, mais c'est le président du conseil départemental qui a 15 jours pour statuer. Le problème, et ce qui fait que les conseils départementaux ne veulent pas trop prendre de décision, c'est que le président du conseil départemental, après, a 2 mois pour régulariser la situation, c'est-à-dire pour la soumettre à la CDAPH. Il peut se trouver, enfin c'est l'argument qu'ils utilisent, qu'ils aient accordé, peut-être un peu trop rapidement, ça peut exister, des droits à quelqu'un et que la CDAPH dise « bah non, cette personne, elle ne relève pas de la PCH ». Effectivement, à ce moment-là, le conseil départemental devra payer et ça ne relèvera pas de la MDPH. Mais ce sont quand même de fausses excuses pour ne pas voilà, faire valoir les droits. Bon, en général, le président du conseil général transmet ce courrier-là au directeur de la MDPH qui lui-même traite directement le dossier. Oui. Pas le problème, c'est qu'en Haute-Garonne, ils ne respectent toujours pas le délai. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous saisir si vous connaissez des situations de ce genre pour qu'on mette la pression et pour que les choses soient faites comme la loi le prévoit, puisque moi, ils ont quand même dû m'indemniser de 1 000 €, ça leur a coûté 1 000 € en plus. Donc voilà, hein, je crois qu'il y en a qui comprennent mieux quand on les sanctionne. Donc sanctionnons. Je n'ai pas très bien compris pourquoi le président du conseil départemental a renvoyé un rappel du contrat établi par la MDPH sans aucun changement, mais signé par lui. Un rappel. Je ne sais pas, j'ai reçu un courrier disant que c'était toujours OK pour voilà, signer par le président. Une confirmation de la notification de la MDPH, c'est ça? Oui, qui fonctionnait. Oui. De la Haute-Garonne? Oui, le président actuel. D'accord, parce que c'est le conseil départemental qui paye. Peut-être? Ah non, c'est toujours le même. Il n'y a eu aucune demande de changement. Non, mais ça a été renouvelé, le droit a été renouvelé. Ah ben si, il est forcément renouvelé, il n'est pas définitif le droit. Mais c'est suite à la notification de la MDPH. Oui, mais... D'abord, vous recevez un document de la MDPH. Oui. C'est depuis l'arrivée du nouveau président du conseil départemental. Ah, il y a peut-être un effet de communication, peut-être. Non, parce qu'il n'a pas été systématiquement. Je suis là, j'existe. Je suis là et je paye. Mais de toute façon, quand vous avez une PCH, vous avez une notification de droit de la MDPH qui vous dit vous avez tant d'heures et ça représente tant. Et après, vous avez un courrier du conseil départemental vous demandant de fournir le nom de la personne que vous employez ou le service auquel vous faites appel. Et après, effectivement, il vous fait une notification qui, là, est signée du président du conseil départemental pour vous dire on va vous payer tant. Alors, les notifications antérieures n'étaient pas signées, à ma connaissance, du président du conseil départemental. Non, pardon. Mais en fait, le président de la CDAPH qui les signe. La notification de droit, c'est le président de la CDAPH, et la notification de paiement, c'est le président du conseil départemental. Voilà. Ils avaient dû l'oublier, donc régulièrement. Mais on a un dossier à renvoyer tous les 3 mois, moi ça se passe comme ça. Ah non, tous les 3 mois, ça c'est autre chose, ça doit être pour l'AH, si la personne travaille. La PCH. Non. Non. En Dordogne, c'est comme ça. Hein. Ah. Parce que j'ai la Dordogne, j'ai l'Haute-Garonne, j'ai le Haut-Déléro. Ouais, c'est des contrôles d'effectivité. J'ai un moteur cérébral et tous les 3 mois, je renvoie à la PCH la totalité des frais que j'ai eu au mois de... Ah, ils vous demandent de justifier tous les 3 mois. Tout à fait, oui. Ils ont le droit sans avoir le droit. C'est-à-dire que en Haute-Garonne, on avait obtenu dès le départ que le contrôle d'effectivité soit annuel. C'est-à-dire qu'on devait justifier de l'utilisation de l'argent 1 fois par an. Et on pouvait surtout, ce qui était intéressant, lisser l'utilisation de la PCH sur l'année. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez partir en vacances, typiquement, moi je suis partie une semaine il n'y a pas longtemps, j'ai 6 heures par jour, mais quand je pars en vacances, j'utilise 8 heures. Je stocke des heures pendant toute l'année pour pouvoir, quand je pars en vacances, mettre 8 heures. Ou bien l'inverse. On peut faire l'inverse. Si on part en vacances dans la famille, on dit on n'a pas besoin de faire intervenir un auxiliaire de vie alors qu'on vit dans la famille et on est bien entouré. Donc pendant une période, on prend pas. On n'utilise pas les auxiliaires de vie. Et donc on va les utiliser. Le problème, c'est qu'un certain nombre de départements là-dessus se comportent pas bien parce qu'effectivement, ils imposent aux gens de justifier mois par mois, voire par trimestre. Or là, je pense qu'on peut leur répondre qu'ils n'ont pas tout à fait le droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que
la participation, l'heure de participation à la vie sociale, les 30 heures par mois, ils sont utilisables sur 12 mois. Donc de toute façon, vous pouvez légalement objecter que vous n'avez pas à justifier l'heure de participation à la vie sociale tous les 3 mois. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils font des économies de bout de chandelle et qui pourrissent la vie des familles. Il y a un lissage à la fin de l'année et en général, ils me demandent le trop perçu. D'accord. Et après, on leur donne, j'ai rien à dire. Bon, ce qui peut être pas mal, effectivement, c'est de le faire tous les trimestres. Ça peut être bien pour des personnes qui ont du mal à gérer l'argent. Il vaut peut-être mieux se rendre compte au bout de 3 mois qu'elles n'ont pas utilisé l'argent que de le faire au bout d'1 an. Donc ça se discute. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des départements où effectivement on tente de limiter les droits des personnes. Ils peuvent faire des contrôles tous les trimestres, mais accepter le lissage quand même. Oui. Vous voyez, mais sur l'année. C'est le contrat, ça se passe comme ça se passe très... Enfin, c'est le fonctionnement et c'est très confortable, je trouve. Voilà. Bon, après, je vous passe la manière de faire la demande en urgence. S'il y a besoin, vous nous consulterez. Les précautions administratives et organisationnelles. Il faut savoir que la date de dépôt ou de réception d'un document administratif peut être le point de départ d'un délai légal pour un éventuel recours. J'ai obtenu la condamnation de la Cotorep autrefois devant le Conseil d'État grâce justement à ce genre d'argument, parce qu'ils n'écoutaient pas quand je leur signifiais un certain nombre de choses, quand je gardais les recommandés, etc. Et quand ils se sont retrouvés condamnés, ça leur a fait bizarre. Il faut malheureusement être procédurier avec l'administration. Quand vous faites un dossier de demande, vous faites une photocopie de tout ce que vous déposez, le moindre document, le certificat médical. Le médecin n'a pas à cacheter le certificat médical. Enfin, pour la personne, en tout cas, pour la personne intéressée. Le certificat médical concerne la personne, donc elle a le droit de consulter son certificat médical. Vous faites une photocopie du dossier administratif. Moi, je vous conseille donc de tout photocopier, de noter toutes les pièces que vous joignez, de garder bien entendu le récépissé et le recommandé, de tout agrafer ensemble et de noter, par exemple, si vous déposez le dossier à la MDPH, vous demandez un reçu pour avoir bien la trace du fait que vous avez déposé votre dossier. C'est plus le fond. Parce que des fois, c'est une obligation. En Haute-Garonne, en général, ils le font. Ils le font. Mais c'est une obligation, vous pouvez l'exiger. Sinon, vous envoyez un recommandé. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est très difficile pour nous de récupérer un dossier quand on ne sait pas ce qu'il y avait dans le certificat médical. Ça la fout un peu mal de demander à la MDPH de nous envoyer le certificat, enfin à la personne concernée. Et puis ça fait perdre du temps et ça n'aide pas. Quand vous recevez un courrier de la MDPH, vous notez immédiatement dessus la date à laquelle vous l'avez reçu. Il faut savoir que normalement, et si c'est un recommandé, vous gardez l'enveloppe et vous notez reçu à telle date. Parce qu'il faut savoir que la notification de droit, par exemple, normalement, elle devrait vous parvenir en recommandé. Donc là aussi, il doit vous notifier les droits dans le délai d'1 mois. Comme il ne l'envoie jamais en recommandé, ça peut vous servir à mener un contentieux derrière. Ça peut être important pour saisir le tribunal administratif aussi. De dire, ben non, ils ne l'ont pas envoyé en recommandé, donc je ne l'ai pas reçu. Voilà, donc ben non, vous devez encore statuer. Voilà. Il faut utiliser tous les moyens, parce que c'est quand même une grosse machine, l'administration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens bien dans la MDPH, bien sûr il y a des gens bien, mais c'est quand même des grosses machines et qui ont tendance à broyer les individus, surtout ceux qui ne savent pas se défendre. Et ça peut avoir aussi, parce que moi ce que je constate, c'est qu'il y a souvent des dates dans cette idée des chronologies entre ce qui est la date du courrier et la date effectivement de réception, des fois c'est 3 semaines. Oui, ben, c'est très fréquent aussi. Ouais, voilà. Donc ça, voilà, parce que quand vous avez des recours, quand par exemple le PPC, vous devez répondre dans les 15 jours, imaginez que vous le recevez avec 15 jours de retard. Voilà, et eux, ils ne pourront pas vous prouver le contraire, c'est à eux de prouver qu'ils vous l'ont envoyé et que vous l'avez reçu dans les délais. Donc si vous mettez que vous l'avez reçu, vous pouvez contester après. Voilà. Pensez à agrafer, à réunir les documents, voilà, à garder les enveloppes. Voilà. Quand vous appelez une administration, pensez à avoir avec vous le document dont vous voulez parler, les numéros de dossier. Pensez à noter les noms, les coordonnées de votre interlocuteur pour pouvoir le joindre de nouveau. Voilà. C'est des petits détails, mais ça, voilà, c'est. Sinon, vous allez vous faire balader, vous rappelez la fois suivante, ah non, bah, qui j'ai eu, ah, mais c'était la dame, elle parlait. Non, Madame Intel, passez-moi Madame Intel, comme ça vous évite de vous réexpliquer. C'est plein de petits détails, mais qui sont importants. Et si vos démarches téléphoniques ou si vos visites ne donnent rien, on passe à l'écrit. On est dans un pays où c'est l'écrit qui compte. Donc tout ce que vous dites, ça n'existe pas. Ne venez pas faire des recours en disant on m'a dit ça. Non, écrivez et exigez des réponses écrites. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Et puis, on évite de s'énerver, on reste pour soi, quoi qu'on pense. Voilà. Parce que ça ne sert à rien et ça ne fait qu'envenimer la situation. On en vient au fait que si vous saisissez les associations en amont, ça se passera de manière beaucoup plus apaisée en général. Non, on peut les insulter. Voilà. Alors, quand vous recevez l'équipe pluridisciplinaire à domicile, d'abord assurez-vous que le rendez-vous vous convient. C'est pas l'infirmière vous appelle, je viens tel jour, ah mais je suis pas là. C'est pas grave, on peut le faire sans vous. Non, non, je veux être là. Hein, vous ne vous laissez pas faire. Votre médecin, voilà. Et la personne. Bon, le temps que j'explique. Voilà. Il y a aussi des choses qui peuvent arriver. C'est par exemple, et ça on le voit plutôt pour les expertises au TCI. Oui, on a vu parfois des situations où la personne, des personnes fragiles qui se font accompagner d'un ami, d'un médecin ou autre, et le médecin expert qui dit non, je veux la recevoir seule. Il faut que la personne concernée dise non, je ne veux pas être seule. Et c'est elle qui décide, c'est pas le médecin. Ça, faites attention aussi. Parce qu'après, on va dire, elle était d'accord, elle a dit que tout allait bien, donc il n'y a rien à voir. Ouais. Moi, je crois que ce qui est important aussi, avec les traumatisés crâniens qui ont de la nosognosie, hein, qui ont cette forme de déni de leur handicap, bon, quand il va y avoir cette visite à domicile, ils vont dire tout va bien, moi je sais tout faire. Hein. Donc les médecins qui viennent, qui n'ont pas l'habitude, hein, souvent c'est des MDS, hein, donc ils n'ont pas l'habitude de ce type de handicap, ils vont dire mais ça va, tout va bien, voilà. Alors c'est aussi quelquefois difficile devant la personne de dire alors il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça, parce que vous allez avoir vous demandez un scandale pas possible, ou avant ou pendant ou après, il faut absolument attraper les personnes à la sortie, leur dire bon, je voudrais vous voir parce que tout ce qu'il a dit là, c'est pas bon, c'est pas du tout ça. Mais là c'est important que votre médecin il ait bien rempli le certificat et qu'il ait bien expliqué, qu'il ait bien parlé de ces difficultés-là. Moi j'ai une question par rapport à l'équipe qui vient pluridisciplinaire, qui vient à domicile, pour le cas de nos traumatisés crâniens graves avec anosognosie et autres troubles cognitifs. Est-ce qu'on peut, parce que par exemple moi j'ai eu à chaque fois c'était une infirmière et une assistante sociale. Ah oui, donc, strictement aucune compétence évaluative. Bon, sur le moment, je vais bien. Alors, mais bon, comment faire? Ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'on peut refuser, contester l'équipe qui vient? Alors, vous pouvez. Moi, je pense que ce que vous pouvez faire, vous la laissez faire, vous lui donnez un maximum d'éléments, et ce que vous faites, c'est que vous lui demandez. Non, et vous demandez. Catastrophique. Non, mais vous demandez par écrit, à l'équipe pluridisciplinaire de vous faire passer l'évaluation qu'elle a faite. Il y a un dossier d'évaluation qui est prescrit par la CNSA et qu'ils doivent remplir. Vous demandez la copie et voyez si c'est complet, si ça reprend bien les éléments. Si ce n'est pas complet, vous écrivez immédiatement à la MDPH pour dire écoutez, les éléments qui ont été pris en compte ne correspondent pas à ce qu'on a mis en avant. En plus, il s'agit visiblement d'une pathologie que l'équipe que vous avez envoyée ne maîtrisait pas. Donc je vous demande de faire venir le médecin ou d'envoyer le médecin-chef ou de refaire l'évaluation. Doublé par un certificat médical, éventuellement mais pas de prime abord les prendre en rebrousse-poil en disant non, vous êtes incapable, surtout il vaut mieux éviter. Parce que vous pouvez avoir très bien, vous pouvez avoir une assistante sociale ou une infirmière qui va être plus consciente des difficultés présentées qu'un médecin. C'est pas systématique. Non. Voilà. Mais par contre, effectivement, vous leur dites écoutez, comme il s'agit d'un handicap qui est pas toujours très bien connu, je vous demanderai de m'envoyer le dossier, puis si elle ne veut pas, vous le faites par écrit ou par recommandé. Voilà. Puis le certificat, le dossier médical, hein, c'est ça voilà, qui va primer au dernier moment. Aussi, effectivement, à la base, si vous avez un dossier médical solide, déjà ça aide. Ça fera peut-être que l'équipe pluridisciplinaire, au lieu de vous envoyer un duo infirmière, assistante sociale, il enverra peut-être un duo médecin-infirmière ou un médecin qui sera peut-être plus formé, ou ce sera peut-être le médecin-chef ou quelqu'un de l'équipe pluridisciplinaire qui directement prendra contact. On le voit fréquemment, hein, nous on obtient souvent qu'une nouvelle visite soit faite parce qu'effectivement on trouve que l'évaluation n'a pas pris en compte suffisamment d'éléments. Après vous avez quand même déjà le plan de personnalisé de compensation qui va être proposé. Et vous avez 15 jours pour négocier entre guillemets avec la MDPH. Et là, à la MDPH, vous pourrez avoir un médecin qui pourrait expliquer déjà. Je vais vous dire une chose en général. Quand vous leur refusez le PPC et que vous leur dites je veux être reçu par la CDAPH, je peux vous dire qu'ils courent après vous pour vous faire de nouvelles propositions d'évaluation. Oui. Parce qu'ils essaient d'éviter qu'il y ait trop de dossiers qui viennent devant la CDAPH, parce qu'ils savent que nous, on va monter au créneau pour défendre les droits des personnes, ce qui est logique. Voilà.
Donc, puis bon, des fois, ça peut être que l'évaluation, ils sont passés à côté, ils sont prêts à le refaire, quoi. En tout cas, en Haute-Garonne, en général. Ayez toujours à portée de main, quand vous les recevez, le dossier complet. Demandez aussi aux personnes qui viennent de se présenter, nom et fonction. Et puis, sur le... Voilà, il y a aussi quelque chose pour la PCH qui est très important, c'est que vous prépariez à l'avance cette évaluation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire un tableau des besoins journaliers ou hebdomadaires par rapport aux actes essentiels de la PCH. C'est-à-dire, vous allez commencer une journée, vous la déroulez. Le matin, la personne se réveille. Est-ce qu'il faut la réveiller? Vous avez marqué qu'il faut réveiller la personne. Est-ce qu'il faut lui donner ses médicaments, lui rappeler? Elle va prendre ses médicaments. Est-ce qu'il faut l'inciter à prendre son petit déjeuner ou l'assister pour son petit déjeuner? Voilà. Ou est-ce qu'il faut lui découper sa pomme au petit déjeuner? Ou est-ce qu'il faut lui tenir le verre? Est-ce qu'il faut lui faire la toilette, l'aider à faire sa toilette? Ou l'inciter à faire sa toilette? Vous faites un tableau, vous mettez, voilà, réveil, ça va prendre, il met une demi-heure à se réveiller, donc je le rappelle, ça prend une demi-heure, etc. Et vous faites une liste comme ça. Et à la fin de la journée, vous faites le total des heures. Et comme ça, vous avez un tableau et vous vous y tenez. Vous n'avez pas des aides, parce que moi, je suis toujours atterrée en tant que famille. On doit être des... C'est pas une critique, ouais. Mais compétents même pour savoir... Enfin, vous voyez, alors bien sûr qu'on sait ce que c'est une journée, mais vous voyez, il faut aussi qu'on soit compétent. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de vous retourner vers les associations, parce qu'effectivement, c'est hallucinant. Il faudra bientôt sortir de Polytechnique pour réclamer. C'est un métier de devenir aidant familial. C'est un métier d'être handicapé, ça ne paye pas bien, mais c'est un métier. Non, mais pour les familles aussi, vous comprenez ça? Oui, je sais bien que pour les familles aussi. Notamment pour les familles de traumatisés crâniens, c'est impressionnant. Alors vous imaginez quand il y a des personnes toutes seules qui n'ont pas de famille. Alors là, c'est... Voilà. Les familles qui n'ont pas la capacité de défendre. Et les familles qui n'ont pas la capacité d'affronter les questions administratives. Il y a des guides, monsieur Baron, pour ça, pour nous aider un peu à formuler tout ça. Oui, il en existe. Il y a quelques documents faits par quelques associations. Si vous les avez, comme vous faites. Je crois que la FNAT édite un guide sur le handicap, peut-être vous en parlerez tout à l'heure. C'est un code du handicap, mais ça reste très... L'APF, on a fait, il y a aussi l'APF 34, il y en a fait un qui est pas mal aussi, un document. Ça qui aide beaucoup. Oui, c'est lequel celui-là? C'est ici. C'est quel? Moi j'ai pas internet, les droits des personnes handicapées mentales. Voilà, les grandes associations le font. Oui. L'UNAPI, oui. Oui. L'UNAPI, oui, il est bien fait aussi. Ils sont bien faits en général. Voilà. Mais vous trouvez beaucoup de ressources sur Internet. La NAMEVA ne fait pas ça? Mais ça prend un temps infini. Non, c'est plus pour... Non, mais c'est sur les accidents. Oui, les accidents, voilà, c'est pour les évaluations, effectivement, les évaluations. Oui, avec on peut avoir des ergothérapeutes qui viennent à domicile, mais quand les sociétés d'assurance le financent, c'est plus facile. Mais une ergothérapeute qui vient toute la journée à domicile, vous allez la payer très cher. En tout cas, préparez les choses à l'avance. Et je vous dis, ce petit tableau qui permet de calculer combien de... donc vous n'allez pas compter les heures de ménage, vous allez compter systématiquement une heure de participation à la vie sociale. Parce que vous voyez, la subtilité va être aussi dans la manière dont on va l'écrire. Si on dit aider au repas, alors que si on dit voilà, quelque chose... il faut expliquer que vous allez découper la pomme, que vous allez lui découper les aliments en morceaux, que vous allez... Lui dire maintenant, tu as le dessert, mange-le, parce que sinon il ne le mange pas si vous ne le dites pas. Voilà. Donc tout ça, il faut le détailler. C'est pas l'aider à manger le dessert, c'est le stimuler. Donc soyez précis et surtout faites-vous un tableau et ayez-le au moment de la visite, parce que comme ça, vous allez pouvoir dire voilà, et vous lui remettez à la limite, vous prévoyez de remettre à l'équipe le tableau en faisant bien attention à ne mettre en avant que les actes essentiels. Pareil, vous avez une personne paraplégique, il y en a qui vont vous dire écoutez, c'est pas la peine de l'amener au WC plusieurs fois par jour, elle a qu'à faire dans... Non, la dignité veut qu'elle n'a pas à faire dans sa culotte à chaque fois ou dans une couche. Elle a le droit d'être transférée, et si c'est toutes les heures qu'elle a besoin, ce sera toutes les heures. Voilà. Non, il faut préciser tout ça. Il faut préciser tout ça, être le plus précis possible et découper pour chaque acte. Voilà, c'est par exemple, et puis par exemple les visites chez le médecin. Vous allez voir moi je sais que j'ai par exemple avec toutes les spécialités que je consulte, j'ai au moins une consultation par mois.
j'ai fait valoir que j'avais une consultation médicale par mois à peu près. Chaque année, j'en ai à peu près 12 à 15 chaque année. Donc j'ai décompté le temps que ça prenait à chaque fois. Il faut gratter surtout, c'est malheureux, c'est pas quelque chose de naturel de fonctionner comme ça, mais malheureusement, si on veut pouvoir être aidé correctement et pouvoir rester un petit peu autonome, et pour les familles, avoir un petit peu de répit, être aidé, en tout cas, voilà, ne pas être dans des états d'épuisement parce qu'on n'a pas les aides nécessaires, c'est indispensable de fonctionner comme ça. Bon, en général, c'est pour les premières demandes. Hein. Après, les renouvellements, c'est quand même beaucoup plus facile. On n'a Oui, pas à se battre autant pour les renouvellements. Non, quand même, hein. On a vu aussi pour des renouvellements, notamment pour les premiers dossiers de PCH, des gens... il y a quelques retours en arrière. Il y a une tendance. Il y a une tendance qui est plus ou moins marquée suivant les départements, mais qui est quand même, d'un seul coup, elle a guéri. Les polio qui a 60 ans d'un seul coup guérissent. Il y a du miracle dans l'air et on n'est pas à Lourdes quand même. Hein. Oui. Moi, j'ai dû intervenir dans le Gers, aller dans une CDAPH du Gers pour appuyer une personne qui avait 24 heures. Et ils avaient commencé à réduire, donc ils ont dit on va vous le donner pour un an à 22 heures, et puis etc. Ils avaient décidé de réduire la prestation de compensation du handicap. Et donc on sentait que ça allait très mal partir, parce que déjà sur 22 heures c'était plus jouable, et donc tout le projet de vie de la personne était remis en question, la personne ne pouvait plus vivre de manière autonome, donc on ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Et la MDPH dit vous allez aller dans un établissement. Voilà, donc on décide pour elle qu'elle va aller dans un établissement. Donc là, c'est grave, il a fallu... Il n'y a aucun établissement qui va l'accueillir à moins de 10 ans. Forcément, et puis de toute façon, vu les listes d'attente... La personne doit choisir. C'est à elle à choisir, on ne va pas lui imposer, d'autant qu'elle avait eu une expérience en établissement qui s'était mal passée, alors que son expérience de vie à domicile se passait bien. Donc il a fallu monter au créneau pour revenir aussi, sur... par exemple, à du style... Et là, la CNSA... Il y a aussi quelque chose, c'est que la CNSA joue un rôle plus que trop sur cette affaire. La CNSA a commencé à dire que pour les gens qui avaient besoin d'une présence toute la nuit, par exemple, si c'était un aidant familial, on ne compterait que les interventions actives. C'est contraire au texte de loi. Hein. La CNSA se permet aujourd'hui de réduire les droits sans que ce soit justifié légalement. Alors que déjà, il faut quand même rappeler que la PCH est extrêmement limitée. Et moi, je regrette que toutes nos grandes associations n'aient pas fait leur boulot en 2006 en attaquant l'arrêté, l'annexe 2.5, pour dire, écoutez, elle n'est pas conforme à la loi, parce que la loi avait prévu la compensation intégrale du handicap. On est très loin de la compensation intégrale du handicap aujourd'hui avec la PCH, sauf pour les personnes très lourdement handicapées qui obtiennent 24 heures, mais grâce à la surveillance, soyons clairs. Voilà. Donc une personne qui a besoin de surveillance en permanence, c'est pas parce que la personne, la famille, n'est pas sur le pied de guerre en permanence toute la nuit, qu'elle n'est pas obligée de rester là. Alors on dit oui, mais de toute façon vous seriez chez vous quand même. Ben oui, mais être réveillé plusieurs fois dans la nuit, c'est pas très sympa, et que voilà, ça doit être pris en compte, et qu'il ne faut pas laisser certaines MDPH tenter de réduire les droits des gens de manière abusive. Voilà. Voilà. Et donc, je vous rappelle que les PPC et PPS pour la scolarité sont obligatoires. Et donc, quand vous répondez, vous avez 15 jours pour répondre. Et demandez à venir devant la CDAPH, surtout. Et vous pouvez vous faire accompagner de qui vous voulez. Hein. Voilà. Et si après ça, vous avez une notification de refus malgré tout, la MDPH doit motiver sa décision. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai obtenu une jurisprudence devant la Cotorep, parce que j'avais démontré que la Cotorep était incapable de motiver et d'expliquer concrètement sa position à partir des textes réglementaires, et j'ai obtenu de faire casser tout ça. Fonds de compensation, c'est pour les aides techniques. La PCH ne couvre pas le montant complet des aides techniques, et donc il y a un fonds départemental de compensation. Quand vous avez fait une demande de PCH, vous recevez avec la notification un document qui vous dit que vous pouvez faire valoir vos droits auprès du fonds de compensation. Le problème, c'est que le législateur, jusqu'à maintenant, n'avait jamais sorti les décrets d'application qui permettaient que le reste à charge soit limité à 10 € à 10% des ressources de la personne. L'ANPIM vient justement de faire jurisprudence et d'obtenir une astreinte contre le Premier ministre pour l'obliger à sortir le texte. Donc la MDPH, qui s'apprêtait à réunir encore son fonds de compensation, va surseoir et attendre ce décret. Mais s'il n'est pas financé, ouais. Oui, mais je pense que non, sauf si, parce que là, ça va obliger l'État à mettre les moyens.
Ben si, à partir du moment où l'État met un texte où il oblige effectivement à ne laisser à la charge des personnes que 10% des ressources, ça va obliger les pouvoirs publics à financer le fonds de compensation, ce qui est une excellente nouvelle. Et encore une fois, les grandes associations n'ont pas fait leur boulot sur ce sujet. Ben là, c'est fait. Voilà. L'AMBIM l'a fait. Oui, mais ce n'est pas la plus grosse des associations. Je ne viserai personne, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Sur les contrôles d'effectivité de la PCH, attention, attention, ce n'est pas le montant financier que vous devez justifier, c'est le nombre d'heures. Donc la personne qui, par exemple, avait en prestataire, je vais dire n'importe quoi, 3 heures, 1000 euros, et se dit, ben, avec 1000 euros, je vais en employer en emploi direct et je vais faire plus d'heures, ça peut poser des problèmes. Et on a vu aussi des personnes qui en emploi direct payer leurs salariés plus que le tarif. Le problème, c'est que... Même en prestataire. Hein. En prestataire, oui, par exemple, en prestataire, vous ne pouvez pas, parce que vous avez une enveloppe financière insuffisante, diminuer le nombre d'heures pour permettre de financer. Vous devez justifier en nombre d'heures, donc faites-y très attention à ça. Hein. Et donc, gardez bien les traces de tout, et voilà. Et il y a un seul cas où il n'y a pas de contrôle, c'est pour les personnes aveugles ou sourdes, qui ont un forfait de PCH, et là, elles n'ont pas à le justifier. Et celles qui ont la majoration tierce personne de la sécurité sociale, qui n'ont pas à la justifier. Et par exemple, vous pouvez avoir la MTP, la majoration tierce personne, et la hache, vous n'avez à justifier là-dessus que la part qui est payée par le conseil départemental, et pas la part payée par la majoration tierce personne. Voilà, recours, très vite, deux recours, le recours gracieux et le recours contentieux. On vous conseille de faire les deux en même temps, comme ça vous gagnez du temps. Non. La MDPH ne le veut pas, mais ils n'ont pas le droit. Oui, ils n'ont pas le droit de le refuser. Oui, mais dans la mesure où le tribunal du contentieux est saisi, la CDA n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit, ça, de refuser le recours. Ça veut dire, enfin, ils considèrent que si on a saisi un recours, ils n'ont pas le droit. Ça, si on a saisi un recours contentieux, on a abandonné le recours gracieux. Non, ça, ils n'ont pas le droit. C'est 3 ans de procédure. Je sais. Puis il y a des recours gracieux, on sait très bien qu'à un moment donné, quand c'est sur un plan purement médical, il vaut peut-être mieux aller directement en contentieux où on sait que la personne va avoir un médecin expert sur place. Ouais. Alors qu'en recours gracieux, un taux de 80%, la commission elle est pas compétente. On vous conseille de faire un recours contentieux sans le dire à la MDPH après le qui vous faites votre recours gracieux. On va dire ça comme ça. Il faut l'apprécier au moment de le... Mais le problème, c'est ça, c'est que le recours gracieux, c'est celui qu'on doit faire en premier, hein, puisqu'une fois qu'on a fait un recours contentieux, on ne peut pas faire un recours gracieux. Sachant qu'avec les recours, si on fait un recours amiable, donc un recours gracieux à la CDA, ils ne vont pas nous convoquer avant 4 ou 5 mois. Ça dépend. Non, le TC. Nous le rendent parce qu'ils avaient tort, parce que c'est pas des... À mon avis, si vous les